Alors bonjour, merci d'accepter de répondre à quelques questions pour le magazine en ligne Slow Class. De rien. Donc Raphaël Imbert, vous êtes musicien de talent, vous avez été lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2003. Vous êtes l'auteur de Jazz Suprême et travaillez régulièrement avec Carole Beffa. Vous êtes autodidacte, quels sont les avantages et inconvénients de ce parcours? Les inconvénients d'abord, c'est que on a un vrai problème à intégrer ce qui est de l'ordre de l'académique et de l'institution. Et aussi d'intégrer un langage qui est celui qui a été appris et transmis par l'institution et l'académie, qui n'est pas un mal en soi de toute façon. Donc par exemple, quand je me retrouve à jouer avec des grands musiciens classiques comme Carole Beffa, qui est lui-même un grand improvisateur, donc ça compense en quelque sorte, mais avec Joanne Fargeau, avec le Quatuor Manfred, avec Geneviève Laurenceau par exemple ici, ou l'ensemble Contraste, je me sens un petit peu démuni par rapport à la lecture, ce qui est de l'ordre de l'écrit, parce que je ne suis pas un bon lecteur. À 41 ans maintenant, je commence à avoir un peu de bouteille. C'est une pratique maintenant que j'ai acquise sur le tas, sur l'expérience, et ça c'est l'avantage. Être autodidacte permet à mon avis d'être plus attentif à ce qui est de l'ordre de l'empirisme et de l'expérience. Alors l'expérience qui détermine une éducation, qui détermine un cheminement et une évolution. Là dans ce cas-là c'est un avantage, et puis d'une certaine manière d'être assez souple par rapport à ça. Ceci étant, je connais des artistes autodidactes, que ce soit musiciens ou dans d'autres domaines, dont l'autodidactisme a créé une sorte de frein et de fermeture, parce qu'ils ne savent faire que ce qu'ils ont appris tout seuls. Et en fait, ça peut être aussi une autre forme d'académisme, d'une certaine manière, d'auto-académisme et d'académisme individuel. En fait, il faut vraiment, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le vrai mélange, la vraie rencontre entre les deux univers, qui sont deux univers encore et hélas distincts. Alors moi, la chose pour laquelle je milite, c'est une vraie rencontre, une vraie prise en compte dans les apprentissages académiques du facteur oral, autodidacte, artistique aussi, de cheminement personnel, et puis inversement, qu'il y a une vraie prise en compte des autodidactes et de gens qui, fort heureusement, c'est quand même merveilleux de penser qu'on est dans des sociétés où malgré le fait que tout a été assez formaté, il existe encore des gens qui ont des parcours personnels atypiques, mais cela, encore faut-il qu'on puisse les accueillir au sein de l'académie. Donc, parce que tout le monde a besoin de l'autre. Vraiment, si je peux témoigner d'une expérience, c'est de celle-là en fait. Et pourquoi être resté autodidacte? Est-ce que c'est une volonté de votre part? Je nuance un petit peu le fait d'être resté. Je suis resté autodidacte au saxophone. J'ai jamais pris de cours de saxophone de ma vie. Mais il se trouve qu'à 18 ans, donc j'ai commencé le saxophone à 15 ans, d'une rencontre, un voisin qui s'était installé à côté de chez moi, dans le nord d'Aix-en-Provence, dans la campagne, qui jouait du saxophone. J'ai essayé et j'ai eu un coup de foudre vraiment immense. J'ai tanné mes parents pour qu'on en achète un. Je l'ai eu, j'ai fait des heures et des heures de saxophone tout seul, vraiment. Et je n'ai jamais pris de cours de saxophone. Par contre, j'ai intégré la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, où là j'ai rencontré d'autres musiciens, j'ai commencé à improviser avec eux, à concevoir des méthodes d'improvisation, en tout cas savoir ce que c'est qu'un accord, ce que c'est qu'une suite d'accords, ce genre de choses. Mais j'ai toujours tenu à garder une certaine fraîcheur par rapport à ça, parce que je trouvais que, comme moi je suis un chercheur frustré, avant de faire de la musique je faisais de la zoologie, j'aime bien chercher la petite bête, j'aime bien étudier les sujets qui me plaisent. En étudiant l'histoire de cette musique, je constatais qu'il y avait toujours eu cette ambivalence entre monde académique et monde du savoir naturel en quelque sorte. Voilà. Alors il s'agit pas je pense pas que le jazz soit un très bon exemple pour des méthodes des conceptions de pédagogie totalement libres, ce genre de choses. C'est pas le cas, parce qu'on a voulu souvent faire le rapprochement, et les jazzmen eux-mêmes se sont défendus de venir de pédagogie on va dire totalement transversale et tout ça. Le propre même des communautés, notamment de la communauté afro-américaine, c'est de transmettre de façon assez rigoureuse un art de l'oralité. Mais ça reste de l'oralité, donc il y a une certaine flexibilité, une certaine volatilité des savoirs qui permet en fait, je parle de transgression, c'est un art de la transgression, donc finalement on a beau jeu d'imiter ou de récupérer un savoir académique ou de le transformer sans l'air de rien. C'est ça qui me plaît dans cette définition. C'est vraiment, je pense, l'art de la jonction entre les deux mondes. Et ça, c'est important. J'ai d'ailleurs cette réflexion-là il y a quelques semaines en visitant le musée de l'art brut à Lausanne, qui est un des plus beaux musées que j'ai jamais visité. Ce que j'ai vu est absolument incroyable, c'est vraiment
Autant que je me souvienne, je crois que c'est, je ne sais plus quel artiste a rassemblé ces collections. Ces collections de gens, d'artistes spontanés, des gens qui n'ont jamais été aux Beaux-Arts, jamais, qui ont eu tout d'un coup une nécessité brûlante de créer quelque chose picturalement. Et c'est absolument remarquable, mais ça pose énormément de questions sur notre art de l'improvisation et du jazz, qui n'a pas été justement non plus un art du spontané total ou d'une nécessité brûlante individuelle, comme presque traversée d'un commandement suprême, de faire quelque chose totalement nouveau, totalement personnel. C'est exactement le mélange des deux. C'est l'art d'équilibrer les deux aspects, l'académie d'un côté, et cette nécessité brûlante intérieure qui peut dépasser ou se soustraire de tout académisme. Donc l'académie, ce serait plus un côté imitation, un côté répétitif, des gammes. Hélas, non, je dirais. Parce que, oui, répéter les gammes, c'est un aspect technique. Mais le jazz est un art de la répétition, est un art de l'imitation. Ce que ne fait pas l'académie, si vous êtes compositeur qui vient de l'académie, souvent, parlez-en à Carole, il vous le dira bien, on va au contraire vous exprimer le fait de trouver une voix personnelle, de faire presque table rase du passé tout en le connaissant bien, mais pour pouvoir d'autant mieux le subvertir, alors que le jazz n'est pas ça. Le jazz a toujours été un art. Il y a même, dans la transmission du jazz, on pourrait définir trois étapes qui sont très liées au phénomène communautaire, religieux, à l'église, la fonction de la musique dans le giron familial ou villageois ou communautaire. En fait, les enfants sont baignés dans un contexte musical où d'abord on leur demande d'imiter, après on leur demande de retranscrire, de répondre en quelque sorte à travers cette imitation, et après on leur demande de retrouver leur voix. J'ai toujours eu cette phrase en tête quand j'ai fait pour la Villa Médicis sur les murs à New York. J'ai eu la chance de côtoyer Duke Jordan, qui était un pianiste qui a joué pendant plus de 5 ans avec Charlie Parker, donc un des maîtres du bebop, et je lui disais... quand même, ça va vous émerveiller de voir tous ces jeunes musiciens qui sortent des universités, qui jouent la musique que vous avez créée, qui la jouent 70 ans après, telle qu'elle, et tout. Il me dit, je vais vous dire une chose, une anecdote. Une fois, j'ai vu un pianiste qui jouait non seulement comme Bud Powell, mais vraiment dans le style, mais qui jouait techniquement mieux que Bud Powell, parce qu'il avait 23 ans. Voilà. Et il m'a vu, il est venu me voir, il me dit, ah, cher maître, dites-moi une parole, je serai guéri. C'est le rapport au maître, à celui qui sait de l'ancien temps. Et il me dit, tu sais Raphaël, la seule chose que je me suis senti de lui dire, c'est Bud Powell, il est mort. Et en fait, il me dit, mais de mon temps, c'était très important d'imiter les maîtres, mais si en concert, on s'amusait à imiter tels quels les gens qui étaient nos inspirateurs, on était très mal vus. Donc il s'est dit, mais affirmer l'inverse, de dire que le jazz est une musique de la création totale, totalement personnelle, est aussi une erreur, je pense, de point de vue. Donc c'est le mélange, encore une fois, c'est pas un art du milieu le jazz, c'est un art du paradoxe. Voilà. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette façon de jouer, de se balancer, de swinger, le swing c'est le balancement, de swinger entre des choses qui peuvent paraître totalement antinomiques. Les grands jazzman étaient très souvent, surtout dans les premiers temps du jazz, des grands musiciens classiques. Le seul problème c'est qu'en tant que moi, on leur interdisait de jouer de la musique classique. Donc ils ont fait notre musique, ils ont fait leur musique classique, mais il n'empêche qu'ils étaient des grands interprètes de musique classique, ça leur a jamais posé de problème. Donc finalement, l'académie, c'est pas tant l'art de la répétition, en tout cas en dehors de la répétition technique, que plutôt, je trouve, l'art d'une transmission savante et élitiste. C'est le rapport à l'élitisme, qui en jazz se traduit non pas par rapport à l'élitisme, mais se traduit par un rapport à l'initiatique. Le problème de la transmission de génération en génération orale, qui pendant très longtemps n'est jamais passé par l'écrit, justement. Et justement, contrairement à... J'ai été alpagué par un monsieur qui est venu me voir après notre table ronde, là, assez passionnante. Vous avez parlé que d'improvisation, mais l'improvisation est une erreur. Si Chopin n'avait fait qu'improviser, on ne connaîtrait pas sa musique. Et moi j'inverse, je dis non, pas du tout, vous connaissez très mal en fait l'histoire de cette musique. Chopin est un immense improvisateur, la seule chose qu'on ait seulement, c'est ce qu'il a écrit, qui ne peut être un savoir que parcellaire de ce qu'a été son art. Le but, c'est ce que le jazz a atteint, et après le rock et toutes les musiques, et ce que le classique est en train de retrouver, c'est les deux. C'est d'avoir à la fois la connaissance et le savoir d'un art de l'improvisation et d'un art de l'inscription dans l'écriture et dans le temps. Voilà. Ça, voilà. Donc c'est une erreur. Si on n'avait pas volontairement, pour des raisons pédagogiques justement, et académiques, détruit l'art de l'improvisation dans la musique occidentale, on saurait non seulement ce que Chopin a écrit, mais on saurait aussi comment il improvisait, ce qui me paraît être extrêmement important. Cette question de l'improvisation, elle est très intéressante parce que
Bon, vous improvisez souvent, et la question qu'on peut se poser, c'est si l'improvisation est une invention, une création, une reproduction, ou une reproduction aléatoire de ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, comment pourrait-on le formuler? C'est dans le sens où on a tellement intégré les structures musicales qu'on a l'impression d'inventer dans les créations, alors qu'en réalité, ce serait une reproduction, mais aléatoire, d'une structure hyper intégrée, complètement maîtrisée. Oui, mais comme l'a dit Carole tout à l'heure, je suis assez d'accord avec lui, enfin même je me suis à peu près vraiment sur la même longueur d'onde, si ce n'est qu'on ne les dit pas avec les mêmes mots peut-être, c'est que la différence entre l'improvisation et la composition, c'est uniquement une question de temporalité justement. L'improvisation, c'est la composition en temps réel. J'ai la chance de jouer, j'ai joué longtemps avec Yaron Herman, qui est un très grand pianiste israélien, qui a même développé des formes de real-time composition pour vraiment expliquer et donner une méthode de sa façon d'improviser. Il n'y a pas une grande différence. On peut d'ailleurs composer tout en étant enfermé dans un style et dans une mémoire. On peut improviser en essayant d'être totalement nouveau et y parvenir d'une certaine manière. Je ne crois pas que ce soit les enjeux qu'on donne souvent, les questions qu'on nous pose sur l'improvisation, est-ce que c'est vraiment de l'improvisation ou pas? Pour moi, Richter, si vous faites la différence entre Richter et Horowitz, parmi les grands interprètes de classique, ça touche à l'improvisation. Le niveau de personnalité qu'ils mettent dans l'interprétation, finalement, pour moi, n'est pas très éloigné en termes d'investissement personnel que Coltrane, quand il improvise totalement, et qui sait si c'est le grand maître absolu de l'art d'improviser. Donc finalement, c'est quand même assez... c'est à la fois des notions très malléables, et justement parce qu'elles sont malléables, elles sont parfois très polysémiques, enfin, et propres à des interprétations parfois assez volatiles, sur lesquelles je suis un petit peu... je ne me pose pas cette question-là, je veux dire, improviser. Ce qu'on fait avec Carole est entièrement improvisé, mais ça ne nous empêche pas d'improviser une fugue de Bach. Enfin, moi, je suis un peu gêné, parce que c'est pas ma première musique, mais j'ai une passion, une vénération pour Bach, et improviser cette musique à travers quelqu'un qui la connaît aussi bien comme Carole, ou avec André Rossi, qui est un organiste avec qui je travaille beaucoup, qui est un improvisateur, parce que les organistes ont gardé, c'est les seuls musiciens classiques qui ont gardé l'art de l'improvisation. Parce qu'ils ont gardé la fonction de la musique. À l'église, il faut improviser. Donc, justement, on connaît la musique de Bach d'autant mieux que les organistes, particulièrement les organistes français, ont gardé la tradition de l'improvisation. Et là, cette question ne se pose finalement pas. Enfin, de savoir où se place le curseur de la création, de la limitation ou de la restitution, c'est tout ça, tout le temps, en même temps. D'ailleurs, le grand danger, moi, que j'exprime dans mes masterclass, c'est de croire qu'on puisse changer de casquette en fait, en cours de concert et tout ça. Il faut assumer ces trois aspects tout le temps. Alors parfois, on va déplacer le curseur. Je veux dire, pas forcément en termes d'imitation, de création, mais déplacer le curseur vers quelque chose de... Moi, j'aime bien jouer sur le côté contrôle, perte de contrôle. Une improvisation qui est totalement contrôlée, elle perd un tout petit peu de saveur. Il faut quand même savoir... Une dame me disait, au final, vous n'avez pas parlé d'un truc, c'est qu'il faut accepter de perdre quelque chose quand on improvise, et c'est totalement vrai. On essaie de perdre quelque chose, qu'on a un but, et le fait d'improviser avec quelqu'un d'autre dévie le but vers une autre destination. Donc ça, c'est très juste. Il faut l'accepter. Le gros problème de beaucoup d'improvisateurs maintenant, qui viennent du monde académique, et genre là c'est intéressant, qui viennent d'une pédagogie extrêmement normée, c'est de vouloir tout contrôler et de ne pas accepter de perdre quelque chose. Alors moi, je ne suis pas professeur, j'ai pas de poste fixe, mais je fais beaucoup de masterclass. Mon gros travail, c'est de dire, mais il y a aussi un art du laisser-aller, il y a un art de... Faites confiance à vos doigts, faites confiance au geste. Pour moi, la musique de jazz, c'est la musique du geste, vraiment. Faites confiance au digital, au bras, à votre respiration. Faire une phrase qu'on pense qui est trop longue vis-à-vis de notre respiration, nous la fait jouer d'une manière assez fragile, qui peut être très belle. N'ayez pas peur de ça. Laissez courir les doigts à certains moments, jouer ce jeu. Je reprendrai, comme je le disais tout à l'heure à la table ronde, reprendre l'illustration que Carole a proposée entre clocks, quelque chose d'extrêmement déterminé, et clouds, les nuages, quelque chose d'extrêmement nébuleux. C'est une excellente image pour déterminer un équilibre, un curseur qui va se balancer, donc swinger entre ces deux aspects. Et ça, l'académie, ou les pédagogies normatives ont beaucoup de mal à les intégrer encore. Et c'est surtout aussi, il
semble, une question de vocabulaire. Parce que dans l'improvisation, dans le langage courant, on a toujours l'impression que c'est une table rase, qu'on part de rien, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Enfin, on peut le faire. Je veux dire, c'est aussi une école d'improvisation qui est extrêmement valable et qui a donné d'excellents résultats en termes d'improvisation générative. Les mots me paraissent toujours un peu barbares. Enfin, attention, vous êtes enregistré. Hein. Merci, monsieur. Je le savais. Et on va inventer plein de noms extrêmement barbares pour déterminer les écoles d'improvisation. Enfin, le geste revient au même. Voilà. La petite... moi, j'ai pas le rapport que Carole a vis-à-vis de la musique contemporaine, son monde de la musique contemporaine, avec lequel il a engagé certaines luttes contre un nouvel académisme de la tonalisme, ce genre de choses. Moi, j'ai du free jazz en plus, je viens vraiment de la musique expérimentale et j'adore le faire. Mais d'une certaine manière, d'un point de vue purement narratif, le vrai problème d'une improvisation qui voudrait se considérer comme totalement tabula rasa ou totalement dénuée de référence, c'est que rien ne ressemble plus à quelque chose qui se veut sans référence qu'autre chose qui se veut sans référence. Autrement dit, si on fait un bruitage, il y a de fortes chances que cognitivement auprès du public et des autres musiciens, un autre bruitage ressemble énormément à cela. Donc moi je pense que justement de tout temps le jazz a démontré cela, c'est-à-dire que d'entrée, quand vous écoutez Louis Armstrong jusqu'à Albert Heller, c'est le mélange entre l'idiomatique et le non-idiomatique qui crée la beauté de ce geste improvisé. Et vouloir à tout prix déterminer des chapelles et des directions, c'est-à-dire que le curseur maintenant on va le bloquer à un endroit, me paraît totalement antinomique avec cette musique. Et là vous écrivez, enfin vous avez participé à un Philosophie Magazine d'avril 2015, où vous disiez que vos étudiants ont une peur bleue de l'erreur. Oui. L'enseignement musical français serait-il générateur de cette émotion négative? J'en suis persuadé. Je dis à beaucoup d'amis professeurs de conservatoire, même des amis directeurs de conservatoire. Et d'ailleurs, c'était genre marrant de voir quelles sont leurs réactions s'ils sont dans l'officieux et dans l'officiel, c'est pas du tout la même. C'est normal, je veux dire, on défend chacun notre précaré. Moi je défends le mien, ils défendent le leur. Et d'ailleurs, généralement, ce qu'on appelle les profs de formation musicale, pour pas dire solfège, parce que solfège est devenu un gros mot, et c'est bien dommage, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où la formation musicale est remarquable. On est toujours en train de se plaindre vis-à-vis des autres, mais là, de ce point de vue-là, on a la chance d'avoir des professeurs de formation musicale remarquables, qui ont des méthodes passionnantes et tout ça. Mais si vous interrogez le public, ils vont toujours vous dire qu'ils ont été dégoûtés de la musique par le solfège. Et c'est pas un problème de méthode ou de pédagogie, c'est un problème d'ordre. C'est-à-dire qu'en France, on est resté encore sur cette idée qui est liée aux sciences de l'éducation et de la pédagogie, notamment de l'éducation nationale et tout ça, c'est qu'il faut d'abord apprendre l'alphabet et à lire avant de penser acquérir une narrativité. Or, un bébé, ce qu'il fait en apprenant le langage, c'est tenter de raconter des histoires, imiter d'ailleurs, il imite, il restitue et il crée. Voilà. Un enfant de 6 ans, mon dernier, il a 6 ans, c'est un vrai jazzman, maintenant il crée par lui-même, il est en train d'apprendre à écrire. Or, au conservatoire, on va quand même, malgré tout, d'abord vous faire écrire, d'abord vous apprendre à écrire et à lire avant de parler. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas un problème de méthode. J'ai toujours dans mes conférences, dans les débats, toujours des interventions de professeurs de oui, mais vous nous dénoncez, on a fait des progrès énormes. Je dis, mais c'est vrai, c'est pas un problème de votre méthode, c'est le problème de l'ordre dans lequel on place les choses. Et plein d'autres sociétés, enfin, je veux dire, c'est nous qui avons inversé les choses, historiquement, ça se définit d'ailleurs on commence à se poser la question au 18e, on le met en place au 19e, au milieu du 19e, mais particulièrement à la fin du 19e, et alors le grand vraiment le truc définitif, c'est l'après-guerre. Vraiment là, d'ailleurs on va éliminer les fanfares, c'est un très mauvais exemple pour la jeunesse, on boit des bières après les répétitions de fanfares, on va éliminer les chorales, enfin on va faire un travail, vraiment on va déterminer l'apprentissage de la musique pour tous dans un élan démocratique absolument remarquable. Et ça, il ne s'agit absolument pas de le remettre en cause, mais avec un résultat qui est la norme que ça génère. Et en plus, en essayant de démontrer, parce que les gens qui ont décidé ces choses-là viennent de l'éducation, viennent des sciences de l'éducation française très particulières à ce moment-là, on va apprendre à lire et écrire la musique avant de la jouer. Et là, le problème est là. Et on est toujours un petit peu victime de ce genre de choses. Et en plus de ça, faites une dictée musicale, vous faites une erreur, on vous tape sur les doigts, j'exagère un petit peu. Là, quand vous improvisez, oui, là j'ai fait une erreur, je dis, mais l'improvisation en erreur n'existe pas, à partir du moment où on la gère. On peut faire des erreurs en improvisation, des graves erreurs d'ailleurs.
Mais l'improvisation est aussi un art de l'erreur, un art de gestion de l'erreur. Je pense, et on est quand même nombreux à le penser, que si des enfants, des gens qui veulent aborder la musique ont simultanément à leur apprentissage de l'écriture et de la lecture, on leur apprenait aussi à gérer l'erreur et à improviser, on aurait accès à un savoir et un plaisir, j'insiste sur le mot plaisir, un plaisir de l'apprentissage. Apprentissage, c'est dans les deux. On est quand même la seule langue, je crois, au monde à avoir. Apprendre signifie les choses dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on transmet, on reçoit, bah, profitons-en, faisons-le pleinement. Il y a un vrai échange de ce point de vue-là. Et quand je dis ça, officieusement, tout le monde est d'accord, et officiellement, oui, mais oh, là, on va citer tel alinéa de tel décret du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale, et là je renonce. Voilà. Donc ce serait en quelque sorte partir de demander aux élèves d'improviser, partir de leurs erreurs pour ne plus les reproduire et voir comment ils peuvent les gérer, parce qu'on fait toujours des erreurs. On est des humains, on n'est pas des robots. Voilà. On fait toujours des erreurs. Donc, d'une certaine manière, moi j'interviens beaucoup dans les collèges parce que j'estime, et on estime avec beaucoup de professeurs et d'éducateurs et de pédagogues, que apprendre à improviser, même avec des moyens assez faibles en musique, est une bonne illustration de la gestion de l'erreur dans l'apprentissage ou même dans la vie courante. Finalement, il y a des analogies qui ne sont pas, attention, c'est pas miraculeux, hein, loin de là, mais c'est déjà avancer sur cette réflexion-là. Si on prend l'exemple des États-Unis, c'est assez incroyable. Le système éducatif normatif est totalement détruit. Si vous voulez avoir une bonne éducation scolaire, il faut avoir de l'argent, sinon on n'y pense plus. Alors que l'éducation musicale est tellement intégrée, orale, en plus avec des phénomènes d'oralité très forts dans les différentes communautés, que là, par contre, on voit la différence d'enjeu et la différence de résultats dans l'apprentissage de la musique. Quels sont pour vous les piliers de l'apprentissage musical? Tout bêtement, l'écoute. Et ça paraît extrêmement banal de dire ça, mais justement, dire qu'on apprend d'abord à écrire et à lire, c'est le moyen de faire fonctionner des organes des sens qui ne sont pas les premiers à mettre en jeu dans ces cas-là. Je suis toujours frappé que ce ne soit pas l'oreille qu'on invite, qu'on titille d'abord dans l'apprentissage. La seule chose qui pour moi me paraît déterminante, c'est l'oreille. Et ça paraît alors là, je sors une banalité monstrueuse, mais en fait ça va pas de soi. C'est vrai, on en parle peu. Oh, on en parle après, on estime, c'est quelque chose d'assez assez français, hein, on estime que finalement, le sujet principal est toujours la carotte de celui qui a bien travaillé en fait. En apprentissage des langues étrangères, c'est pareil. En apprentissage du français, de la grammaire, de l'orthographe, c'est pareil. Finalement, on va donner satisfecit à celui qui a bien travaillé en disant le secret, en musique, c'est l'oreille. Combien de fois, je trouvais en dernier cycle de conservatoire, j'ai vu ça. Là, il faut que tu écoutes maintenant. Maintenant. Il faut écouter dès le départ. Je vais faire, ça passe sur Internet, je vais faire hurler des centaines de profs de conservatoire ou d'autres, mais c'est un constat qui est fait là-dessus, qui est extrêmement important. Alors que justement, en termes de tradition orale, on prend les exemples de très nombreuses cultures, certaines qui nous sont proches, et qui même françaises, je veux dire, les régions où on a gardé la tradition des fanfares, sud-ouest et le nord, des régions où on a gardé les vraies traditions de musique populaire, Cantal, quelques coins de ma Provence que j'aime, comme on dit dans ces cas-là, on est quand même frappé de voir la différence. Alors que l'apprentissage qu'on fait aux enfants, il passe par l'oreille, la façon d'écouter, la façon d'abord de répéter une note, parce que ce sont des musiques qui très souvent acceptent une note durant toute leur exécution. Alors, on va jouer la note. Alors il y a un côté parfois aussi un peu répétitif, mais on éduque son oreille, on éduque. Après, quand on donne le choix de deux notes, on demande juste à l'enfant, celui qui apprend, à gérer ce choix qu'il a entre deux notes, trois notes, quatre notes, dans le contexte et à éduquer son oreille tout le temps. Il est vrai qu'en Angleterre, en Irlande, on retrouve davantage de personnes faisant des petits groupes bien sûr. Musicaux. C'est l'effet collectif en fait. Voilà. C'est aussi un vrai problème qui a un rapport pour le coup. La France fait d'énormes progrès en termes de. Enfin, je veux dire, ce qui se passe en France est passionnant en ce moment. D'ailleurs aussi parce que les conservatoires sont sous le coup de baisse de subventions et de budgets absolument monstrueuses. Et là, je suis frappé ces dernières années, le nombre d'écoles de musique de village qui ont fermé sans que personne ne dise rien. Et c'est un drame dont on payera
les conséquences très gravement dans quelques années. Donc là, c'est un moment aussi d'alerte. On peut critiquer les méthodes qui ont été utilisées pendant des décennies là-dessus, mais être totalement alarmé par ce qui est en train de se passer. Mais d'autres trouvent des méthodes différentes, d'autres tentent de réagir, tentent d'être plus en phase avec les communautés qui financent après tout ces écoles-là. Et là, il se passe des choses passionnantes. Donc on revient à des méthodes, des méthodes collectives. Alors, on était quand même très basé sur l'individu, ce qui est très bien, sur le cours individuel. Là, tout d'un coup, on découvre les mérites vraiment des pratiques collectives qui, en fait, sont... Alors, le problème de la pratique collective, c'est que si on veut atteindre un certain niveau, elles ne sont pas suffisantes. Et c'est là où intervient le rapport au professeur individuel. Et là, c'est intéressant. Je crois, d'ailleurs, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai un concert. Et... Oui. Dernière question.